Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Delphine, bonjour Jacques. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de French Founders. Je suis Elsa de Sagne, je fais partie de l'équipe French Founders de New York. Delphine aussi est basée à New York. Vous, Jacques, vous êtes à Paris. Aujourd'hui, nous avons la joie de vous accueillir pour parler d'une nouvelle société fondée sur l'altruisme. Mais avant de rentrer dans des grands débats économico-philosophiques, je voudrais rappeler les règles de bienséance interactive pour que cet échange se déroule au mieux. Donc, au bas de vos écrans, de vos smartphones, de vos outils de communication, vous devez avoir un bouton chat, un bouton raise hand et un bouton Q&A. Le bouton de chat, je pense que la plupart d'entre vous, c'est s'en servir parce que nous recevons énormément de messages de hello du monde entier. Nous attendons 650 personnes aujourd'hui. Et de ce fait, le bouton Raise Hand n'est pas forcément le plus opportun à utiliser parce qu'on ne pourra pas donner la parole à tout le monde. Donc, nous vous remercions d'envoyer vos questions en utilisant l'onglet Q&A, en envoyant les questions aux panélistes que seront Jacques, Delphine et moi. Donc, un tout petit mot sur French Founders pour les quelques personnes qui n'auraient pas encore rejoint le club. French Founders, c'est un club business, un club qui rassemble aujourd'hui 4000 leaders d'opinion, investisseurs, chefs d'entreprise, entrepreneurs partout dans le monde et dont la raison d'être est l'entraide, de créer des connexions, de développer du business. Et donc, nous trouvons notre sens plus que jamais aujourd'hui dans cette période de confinement en essayant d'organiser des événements en ligne, en créant du lien, en apportant du soutien et en nous fondant sur la valeur principale qui est l'entraide. Donc, j'ai beaucoup trop parlé. Je vais donner la parole à Delphine qui va vous présenter Jacques et avec lesquels vous allez avoir un échange interactif pendant 1 heure. À vous Delphine et à vous Jacques. Merci beaucoup Elsa. Bonjour à tous, c'est vraiment un réel plaisir de voir toutes ces personnes, chefs d'entreprise, entrepreneurs, de petites, moyennes, grandes entreprises à travers le monde grâce à la plateforme de French Founders, toutes réunies autour de cette vraiment belle thématique de l'altruisme en bonne santé. C'est un plaisir de pouvoir échanger aujourd'hui. Fondation Positive Planète qui aide les populations les plus vulnérables à devenir autonomes et qui favorise aussi l'entrepreneuriat pour transmettre un monde meilleur aux générations futures. Bonjour Jacques, c'est un plaisir d'être avec vous. Bonjour. De votre ouvrage intitulé « La crise et après », paru en 2009, vous évoquiez déjà la possibilité d'une pandémie incontrôlable. Vous écriviez même qu'une pandémie majeure ferait alors surgir, mieux qu'aucun discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. Et 11 ans plus tard, malheureusement, nous y sommes, la pandémie est là et la crise installée. Voyons-nous déjà aujourd'hui des comportements altruistes et irons-nous encore plus loin demain? C'est la question que je souhaite adresser avec vous et avec tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour essayer de trouver des sources d'inspiration, de partager et de trouver des idées d'actions concrètes à mettre en place pour que nous puissions tous, nous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, contribuer à transformer la société vers davantage d'altruisme. Alors, je vous propose, Jacques, et vous tous qui nous écoutez, de diviser cette partie. La première partie, j'aimerais bien la focaliser sur le présent. Quel comportement altruiste voyons-nous aujourd'hui? Quel nouveau comportement, à la fois au niveau des individus, des entreprises et des États? La deuxième partie, j'aimerais la focaliser davantage vers le futur, en concentrant notre discussion autour des entreprises. Comment sortiront-elles grandies demain de cette crise?
Que restera-t-il des comportements altruistes? Et je pense surtout aux 3 questions suivantes. Protégerons-nous davantage nos salariés? Définirons-nous encore mieux la raison d'être des entreprises? Et mesurerons-nous encore plus précisément leurs actions positives sur le monde? Et enfin, la 3e partie, nous nous adresserons les questions de tous nos auditeurs autour de ces thématiques. Donc, si vous en êtes d'accord, Jacques, commençons d'abord à nous plonger dans le présent et faisons ensemble un bilan des nouveaux comportements altruistes nés de cette crise. Et qu'est-ce qui peut nous inspirer, nous tous qui vous écoutons aujourd'hui? Donc, d'abord, focalisons-nous sur l'individu. Que vous inspire aujourd'hui la reconnaissance et l'entraide renforcée que nous voyons au quotidien? Je pense notamment aux applaudissements au balcon, aux cagnottes qui se créent, aux donations, à l'entraide entre voisins. Que cela vous inspire-t-il? Bonjour, je suis ravi d'être avec vous et votre présentation était beaucoup trop élogieuse. Je n'ai aucune réponse à toutes les questions que vous posez, pas plus que chacun d'entre vous. Je vais juste essayer de vous dire ce que je ressens et en effet, j'ai été un de ceux nombreux qui, dans les années 2000, 2009, 2010, avaient commencé à dire que ce genre de choses pouvait arriver et avait dit, comme je le dis depuis très longtemps, que la meilleure façon d'éviter une catastrophe, c'est de la prévoir. La meilleure façon d'éviter le pire, c'est de penser qu'il peut arriver. Ce qui est d'agir exactement comme Cassandre, qui n'est pas quelqu'un qui prévoit le pire en étant résigné, mais qui prévoit le pire pour qu'on l'évite. C'est elle qui avait dit « Ne faites pas rentrer le cheval de Troie dans la ville ». Si on l'avait écouté, on ne l'aurait pas fait entrer. De même, de cette façon, il y a une métaphore autour du cheval de Troie et des virus qu'on pourrait pousser si on en avait le temps. Ensuite, il faut prendre conscience que c'est bien, et on va le faire tout au long de cette heure, et c'est utile, ça nous permet de respirer, de penser devant, et c'est très, très important, je vous remercie de l'avoir provoqué. Il faut aussi prendre conscience, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'écrit, que nous sommes au début de la crise actuelle, qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de tragédies, beaucoup de morts, dans lesquelles nous nous trouvons les uns et les autres, et je vois qu'il y a des gens ici du monde entier. Il va y avoir des gestions plus ou moins sérieuses, plus ou moins efficaces, avec toujours l'hypothèse qu'on a tous de l'arrivée d'un Messie ou d'un Zorro, si on croit plus aux bandes dessinées, ou de la cavalerie, qui s'intéresse au western, c'est-à-dire l'espérance qu'une solution miracle va mettre fin à ce cauchemar et qu'on va se réveiller comme si tout ça n'avait pas eu lieu, c'est-à-dire un médicament, un vaccin ou quelque chose de ce genre. C'est possible, il ne faut pas prendre cette hypothèse. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'on va avoir une crise économique absolument majeure, la plus importante depuis 1929, beaucoup plus grave que toutes celles qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est une crise d'une nature complètement différente et qui agit sur la fragilité de la société. Face à ce choc incroyable, dont encore beaucoup de gens n'ont pas réalisé l'ampleur, quand on voit les promenades dans les rues, tout ce qui se passe de conscient, il y aura plusieurs réactions. Il y aura des réactions dont on va parler davantage, qui sont des réactions en effet de chaleur humaine, d'altruisme et d'empathie. Disons que l'empathie, c'est l'altruisme à proximité. L'altruisme, c'est quelque chose de plus abstrait, de plus général. Et on va y revenir. Et il y a aussi des réactions très différentes. Des réactions de mort, d'égoïsme, de fermeture, de marché noir, de vol, on le voit partout, dans tous les pays qui sont ici rassemblés. Les pires comportements ont aussi lieu et toute la question est de savoir les plus violents vont l'emporter et entraîner les autres dans leur direction ou pas. En sachant que ça sera aussi différent d'un pays à l'autre. C'est évident que les pays qui ont mis en place une protection sociale, une protection des chômeurs, sont un peu plus à l'abri que ceux qui n'ont rien fait de tout ça et où on peut craindre que les gens viennent se servir avec leurs armes pour compenser les allocations chômage qui n'existent pas. Donc, le comportement altruiste sera beaucoup plus facile dans les sociétés plus égales, plus justes, et je ne vais pas faire ici de tableau d'honneur ou de classement, ce n'est pas le lieu. Deuxièmement, c'est vrai qu'on voit
comportements altruistes, mais ils sont pour moi d'au moins deux natures différentes. Il y a les comportements altruistes qui sont simplement j'aide mon voisin, je porte de la nourriture aux personnes seules, je me préoccupe d'eux, je fais en sorte de l'importance à qui sont dans le besoin, je me concentre sur l'essentiel. Ceci étant lié à quelque chose de très profond qui est que le confinement, tout cela nous fait prendre conscience, nous rappelle ce que notre société nous fait, nous, j'espère le plus tard possible, nous sommes mortels. Et cet événement nous le rappelle. Et on nous rappelle que nous n'avons rien de mieux à faire que notre temps sur cette planète et que nous défendons de l'utiliser le mieux possible, et pas seulement de jouir de l'instant, comme on l'a vu d'ailleurs dans certaines épidémies au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité où les gens avaient tellement la certitude de mourir bientôt qu'ils ne pensaient qu'au plaisir immédiat pour profiter de ce dont ils ne pensaient pouvoir profiter, dont ils pensaient pouvoir profiter pendant des décennies. Nous avons aujourd'hui le temps d'aller vers ce qu'on peut appeler le bon temps, c'est-à-dire prendre conscience, et j'y reviendrai tout au long peut-être de nos conversations, la seule chose qui est rare, ce n'est pas l'énergie, ce n'est pas l'information, l'énergie n'est pas rare, l'information n'est pas rare, la seule chose qui est rare, c'est le temps de sa vie, cet événement nous le rappelle, le temps qu'on passe avec les autres, cet événement nous le rappelle aussi parce qu'on est privé du temps qu'on passe avec les autres, sinon d'une façon virtuelle, et donc c'est cette prise de conscience-là. Ça, c'est une première dimension des événements altruistes, c'est la prise de conscience de l'importance de l'autre. La deuxième dimension, qui est assez évidemment reliée, c'est le fait qu'on prend conscience qu'il y a des tas de métiers qui sont oubliés, des métiers invisibles, qui sont essentiels. Ceux qui font fonctionner la société aujourd'hui, soit parce qu'ils ont le goût du sacrifice, et parce qu'ils le font, parce que c'est leur métier, comme tous les métiers de la santé, soit parce qu'ils le font par conscience professionnelle, soit parce que dans certaines circonstances extrêmement nombreuses, ils n'ont pas le choix. Dans les pays où il n'y a pas d'allocation chômage ou de chômage partiel, on n'a pas le choix, il faut travailler même si on risque sa vie. Et le curseur est combien de vies peut-on risquer pour que la société fonctionne, et ce curseur dont on voit les extrêmes avec, d'une certaine façon, la France qui est un cas extrême de protection, même si on peut poser des questions là-dessus. Mais le cas extrême inverse, c'est le Brésil, avec des cas intermédiaires. Il y a aussi des cas extrêmes en Europe, comme la Suède. On a une prise de conscience de combien vaut la vie. Et dans les pays où on a conscience que la vie, ce n'est pas seulement le bon temps de l'instant, c'est la vie vaut beaucoup, on assiste dans cet altruisme qui commence, non pas simplement une prise de conscience de l'importance de l'autre, mais une prise de conscience de l'importance de certains métiers. C'est plus important, on regarde un peu plus les éboueurs, ceux qui s'occupent de l'hygiène, les médecins, les infirmières, ceux qui lavent les vêtements dans les hôpitaux, ceux qui servent dans les magasins qui sont encore ouverts, ceux qui font fonctionner une société qui, s'ils faisaient comme ceux qui ont le privilège d'être confinés, restent chez eux, s'effondrerait. S'il n'y avait que des confinés comme ceux qui sont, pour la plupart d'entre nous, en ligne, la société s'effondrerait. Et donc, on prend conscience que ce que j'appelle l'économie de la vie devient progressivement, devrait devenir l'essentiel. Alors, on reviendra peut-être tout à l'heure sur ce que c'est et comment on peut préciser ce concept. Vous parlez des métiers. J'aimerais qu'on focalise un peu sur les entreprises. Il est facile Google et de regarder toutes les actions. Plein d'entreprises aujourd'hui, qu'elles soient start-up, moyennes, grandes et dans tous les pays, font justement en faveur de l'altruisme. Pour citer quelques exemples, certains ateliers sont transformés pour fabriquer de l'équipement sanitaire. Les supermarchés créent des heures d'ouverture spéciales pour les personnels soignants ou les personnes âgées. Des entreprises dans l'éducation ouvrent gratuitement leur plateforme, que ce soit des petites plateformes éducatives ou même des grandes, plus sur l'information en général. Il y a aussi
des sociétés de télécommunications qui donnent à leurs clients les plus défavorisés des accès gratuits à Internet pendant plusieurs mois. Et tout ça, également des entreprises qui protègent davantage leurs salariés quand ils sont malades, qui offrent des récompenses complètement exceptionnelles à ceux qui ont le courage de travailler aujourd'hui. Tout ça, c'est des initiatives altruistes des entreprises qui montrent à quel point les entreprises elles-mêmes sont indispensables dans ce rôle d'altruisme. Et ma question pour vous, c'est pensiez-vous que les entreprises pouvaient aller si loin? Et ces démarches sont-elles à la hauteur de vos attentes finalement? D'abord, c'est ce que j'appelle depuis longtemps, et ce n'est pas une critique de ma part, au contraire, l'altruisme intéressé. Nous avons intérêt à être altruistes. Nous avons intérêt à produire des masques. Nous avons intérêt à ce que nos collaborateurs, vos collaborateurs, les collaborateurs soient les mieux possibles. Et il arrive un moment où l'altruisme intéressé devient si prégnant qu'il devient un altruisme pur. Le boulanger a intérêt à ce que ses clients soient contents. Il est intéressé, son altruisme est intéressé, sinon il n'a pas de clients. Mais à la fin, quand il voit le sourire de ses clients, même si, indépendamment de l'argent qu'il y gagne, il y trouve une joie. La différence est entre le pur commerce et le comportement des parents à l'égard des enfants qui sont altruistes indépendamment de leur intérêt, puisque dans beaucoup de pays aujourd'hui, les systèmes de retraite compensent l'intérêt que les parents ont à avoir des enfants qui vont les financer pendant leurs vieux jours. Donc, on a ces deux formes d'altruisme et les entreprises s'y emploient. Nous avons, dans la fondation que je préside, développé un concept englobant qui est le concept de l'économie positive, c'est-à-dire l'économie au service des générations futures, l'économie altruiste dans toutes ses dimensions, écologique, sociale, place des femmes, gouvernance. Et nous commençons depuis 5 ans maintenant à mesurer quels sont les pays les plus positifs et quelles sont les entreprises les plus positives. Et je rêve du jour où cette positivité des entreprises sera un critère de financement. Il faudrait que les fonds d'investissement ne financent que les entreprises positives. Elles sont positives parce qu'elles se produisent, par la façon dont elles traitent leurs collaborateurs, leur rapport à l'environnement, etc. Pour ça, il faut des indicateurs qui commencent à se développer autour des indices des Nations Unies et d'autres, parce que la crise actuelle nous montre que les indices ne sont pas, tels qu'ils étaient définis, ne sont pas suffisants. Donc, c'est vrai. Maintenant, il y a aussi, là encore, une double dimension. Il y a à la fois la dimension de l'altruisme et la dimension de la réorientation du grand bateau qui est l'économie mondiale. Je pense que la réorientation vers le secteur de la vie, les secteurs de la vie, donc j'ai donné une liste très rapide et qu'on peut compléter, je le ferai si vous le souhaitez, parce que la liste est très importante, le secteur de l'économie positive, cette reconversion doit être faite à marche forcée, en économie de guerre. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas d'une petite entreprise qui produit des masques. Elle le fait d'une façon désintéressée, altruiste. Elle le fait parce que c'est bien pour son âme et aussi parce que c'est intéressé, parce que c'est bon pour les autres. Mais peut-être qu'en même temps, elle le fait aussi parce que c'est un marché. Et qu'il y a un marché aujourd'hui majeur pour les masques, pour les gels, pour les respirateurs, pour les médicaments. Donc, je pense que nous devrions être en train de rentrer dans une économie de guerre, non pas une médecine de guerre, non pas une économie de guerre au sens où les gens doivent abandonner leurs droits sociaux, mais une économie de guerre où il faut réorienter à marche forcée, en prenant le temps qu'il faudra, toute l'économie vers le secteur de la vie. Et d'une certaine façon, ces expériences altruistes que vous signalez montrent cette réorientation. On a peut-être moins besoin de voitures, on a peut-être moins besoin de 4 collections de vêtements par an, mais on a peut-être plus besoin de tous les équipements que les fabricants de voitures et les fabricants de vêtements pourraient faire dans le contexte des vie. Encore une dernière question sur le présent. On a regardé l'individu, on a regardé le monde de l'entreprise. Et maintenant, si on va une échelle au-dessus, au niveau des États. Aujourd'hui, on constate que les États s'entraident. Quand on voit le Cuba qui envoie une trentaine de médecins en France. En Italie, pardon. Quand on voit la Chine qui envoie des millions de masques aussi en France. Quand on voit des malades de l'Est de la France transférés vers des hôpitaux en Allemagne. Qu'est-ce que ça vous inspire justement sur cette entraide d'État par rapport à cette notion d'altruisme? Mais beaucoup de choses s'y jouent. D'abord, ça va être un révélateur d'abord de l'identité nationale. Est-ce que
l'État fédéral américain va soutenir également les différents États ou est-ce que chacun va se comporter chacun pour soi? Comme si Washington commençait à ressembler à l'ancien Bruxelles qui n'avait pas de moyens sur les différents pays membres. Ou est-ce qu'au contraire, la solidarité nationale américaine ou la solidarité européenne va l'emporter? Il me semble pour ma part qu'en Europe, on a aujourd'hui pris conscience de cela et le transfert des malades d'une région de la France à une autre, je dirais c'est la moindre des choses. Il n'y a pas de place, on les met ailleurs. La France est un État organisé. Il y a heureusement des régions qui sont moins touchées que d'autres. Il est normal qu'on le fasse. Le fait de le faire dans un autre pays en Europe correspond à la même idée, vécue comme et ressentie comme une sorte d'identité commune européenne. On va voir, aujourd'hui, cette identité commune européenne se manifeste très largement dans le fonctionnement de la Banque centrale qui va assurer de façon illimitée le soutien à la liquidité des entreprises et des institutions européennes fonctionnent. Mais l'Europe n'avait pas de mandat en matière de santé. Donc il est normal qu'on n'ait pas de grands instruments de financement de la santé et ce que font les autorités européennes, à mon avis très bien en ce moment, c'est de le faire. Mais il faut voir cette solidarité avec aussi parfois quelques dimensions intéressées. La Chine, qui est quand même, quoi qu'on le veuille, vaguement à l'origine, pour dire le moins, de cet événement, le fait qu'elle donne ou vende les équipements dont elle n'a plus besoin parce qu'elle est sortie où elle serait en train de sortir, je dirais là aussi, c'est la moindre des choses. Il ne faut pas le voir ça avec des lunettes roses disant que c'est le meilleur des mondes. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses et c'est une façon aussi de créer les conditions de ne pas être mis au banc des nations. Et c'est très bien, il faut remercier tous les qui le font. Ils se régleront beaucoup plus tard. Pour l'instant, on a besoin de tout le monde. Mais tout le monde, ça veut dire aussi ne pas oublier ce qu'on oublie. Parce qu'il y a une onde de choc. Quand je dis qu'on pourrait avoir une économie mondiale qui soit à moins 20 ou moins 25%, c'est parce que les pays riches portent l'essentiel. Mais l'Afrique, qui représente 2 ou 3% du PIB mondial, si l'épidémie s'y déclenche, ce qui n'est pas encore le cas, semble-t-il, même si ça tient surtout à l'absence de statistiques claires, là, on aura un problème majeur. Et si l'Afrique est oubliée dans l'altruisme, on va avoir non seulement une catastrophe humaine, j'aime pas le mot catastrophe humanitaire, je parle beaucoup en ce moment avec plusieurs de mes amis qui sont des grands acteurs de l'économie ou de la société africaine, je pense en particulier au grand prix Nobel Denis Mukwege qui est dans son hôpital à l'heure où nous parlons à Goma en RDC, qui me dit tout ce qui le tsunami qu'il voit arriver. Et il ne faut pas oublier cela. Et je pense que dans les semaines qui viennent, où on va atteindre le paroxysme du tsunami dans les pays développés, on pourrait oublier les autres. Et il ne faudra surtout pas le faire, parce que nous le paierions très cher. C'est là où penser aux générations futures dès aujourd'hui est fondamental, parce qu'ils ne nous oublieront pas. Je vous propose maintenant de tourner vers l'avenir. Tourner vers l'avenir, c'est-à-dire que restera-t-il de tous ces comportements altruistes dont nous venons de parler? Et avec l'audience que nous avons aujourd'hui, je vous propose de nous focaliser donc sur les entreprises de demain et comment elles pourront en sortir grandies. Tout d'abord, partons du niveau des salariés. Pensez-vous que les entreprises qui réussiront le mieux demain seront celles qui accorderont une plus grande importance à la protection sociale, à la sécurité et au bien-être de leurs salariés? Bien sûr, ce sont les entreprises qui seront les plus positives, c'est-à-dire à l'égard de leurs salariés, de leurs actionnaires, de leurs consommateurs, de l'environnement. Je vous renvoie, je serais heureux de le passer à tous ceux qui assistent à cette conférence, la liste des paramètres de l'indice de positivité des entreprises. C'est tout ce que vous avez dit et beaucoup d'autres. C'est 45 paramètres qui doivent être pris en compte. Il faut tout ça. Il faut prendre en compte tout ça. Et en effet, ce sont les entreprises qui organisent le mieux la prévention, l'hygiène, la protection des travailleurs qui seront le mieux placés. Mais aussi les entreprises qui sauront rebondir. Il y a des secteurs qui ne sortiront pas de cette crise. Et même si les entreprises sont extrêmement altruistes à l'égard de leurs salariés, s'ils continuent à produire 4 collections de vêtements par an, elles ne sortiront pas de cette crise. Sauf si, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas négliger, qui n'est pas du tout invraisemblable,
qui est qu'une fois la crise passée, on revienne à la situation d'avant. On oublie tout et on recommence les mêmes folies qu'avant. On ne privilégie pas les industries de la vie. On recommence à faire les mêmes erreurs qu'avant. On l'a vu d'une façon plus petite et différente après la crise de 2008, où on s'est dit, la crise de 2008 s'était dit à un très mauvais comportement financier des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on a fait? On a refait les mêmes comportements financiers catastrophiques qu'on paye aujourd'hui, puisque les entreprises ayant des effets de levier énormes, qui avaient été une des causes majeures de la crise de 2008, ben on les retrouve aujourd'hui avec des effets de levier encore plus énormes, des États avec encore plus de dettes qu'avant, etc., etc. Donc, le risque d'une procrastination générale, oh, on s'en est sorti, on n'a qu'à continuer comme ça, n'est pas invraisemblable. Avec les conséquences qu'on a, si on prend l'épidémie de 1919 et les années folles qui ont suivi les 1919, les années 20, on sait qu'après les années 20, il y a eu les années 30, les années 40, les années 50, etc. Donc, nous devons d'abord nous garder de cette amnésie qui pourrait venir, qui serait naturelle, un sentiment de soupir, de soulagement, qui viendra sans doute. Il faut garder ce sentiment de réorientation dans l'entreprise, une entreprise qui prévoit le long terme. Une entreprise positive, c'est une entreprise d'abord qui se dit « je serai quoi en 2035 ?» Aujourd'hui, toutes les entreprises qui nous écoutent devraient se dire « je suis quoi en 2035 ? Qu'est-ce que je suis ? Quels sont mes avantages, mes concurrents, les menaces, en tenant compte de tout ce qu'on vient de parler ? Quels sont les marchés qui ne sont pas forcément ceux-là ? L'industrie automobile américaine et européenne a commencé à comprendre que l'industrie de la santé, pardonnez-moi de dire ça, mais moi ça fait 40 ans, vu mon âge, que j'ai écrit sans cesse que le grand secteur de demain, c'est l'industrie de la santé et l'industrie de l'éducation. On a négligé l'industrie de la santé. On le paye aujourd'hui. L'industrie de la santé, ce n'est pas seulement les médicaments, c'est tout l'équipement médical, c'est tous les systèmes hospitaliers, c'est l'ensemble des réseaux qui sont nécessaires, c'est toute l'intelligence artificielle qui va être nécessaire. Tout ça a été négligé. Tout ça, il faut aujourd'hui réorienter les entreprises dans ce secteur. Et une entreprise positive, une entreprise qui se dit en 2035, quels sont les marchés ? Comment je peux y aller? Pas forcément demain matin. Il faut du temps pour faire évoluer en termes de recherche, d'innovation, de conception. C'est ça qu'il faut maintenant penser. Donc, bien sûr, on peut ne pas y penser et continuer à produire 4 collections de mode à partir de juillet. Et ça peut marcher puisque les gens vont sûrement consommer. Mais ceux qui feront ça, d'abord, seront criminels, seront inutiles aux générations futures et le paieront très cher. Mais on le voit déjà, les consommateurs, les salariés sont de plus en plus exigeants vis-à-vis. Je disais tout à l'heure que la Chine était vaguement responsable, on l'a compris ces dernières années. Oui, je disais, là, on le voit quand même, les consommateurs, les salariés sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de leur entreprise. Quand on achète de la nourriture, par exemple, on veut savoir d'où ça vient, on veut savoir si les fournisseurs ont été bien traités par ces entreprises, on veut savoir quelles sont les valeurs des entreprises et celles qui ont des valeurs non respectables se font sanctionner par leurs consommateurs qui ne veulent plus acheter leurs biens. Donc finalement, il me semble que la raison d'être, comme vous disiez, se pencher clairement sur la raison d'être des entreprises et comment elles peuvent être utiles pour les générations futures va être absolument clé pour elles. Et elles seront d'ailleurs certainement valorisées autrement demain, et notamment par les investisseurs qui ne verront plus l'entreprise de la même façon et qui chercheront à investir justement dans ces entreprises qui font du bien non seulement à leurs salariés, à leurs clients, à leurs fournisseurs, à l'environnement et pas que à la valeur de l'actionnaire comme c'est beaucoup le cas en tout cas aux États-Unis. C'est ce que j'appelle, c'est vrai partout dans le monde, c'est ce que j'appelle l'économie positive depuis tout à l'heure et c'est ce que j'essaie de vous dire qui doit être défini par des critères. Tout ce qui ne se mesure pas ne peut pas être défini. Donc l'important c'est de les définir et nous travaillons et je serais ravi d'associer quiconque ici nous écoute à cela, non seulement à noter le maximum d'entreprises dans leur positivité, mais à faire qu'il existe maintenant des indices de positivité des fonds d'investissement, pour que les fonds d'investissement mesurent aussi cela. Et dans la positivité, il y a tout ce dont on vient de parler et aussi tout ce dont on vient de parler pour les fournisseurs. Aujourd'hui, cette crise a commencé par un problème d'hygiène.
dans un marché de gros, semble-t-il. Donc, il y a des règles à mettre en place qui seront à la fois par les entreprises, mais pas seulement par les entreprises. On n'échappera pas à des règles sanitaires générales. Alors, soit on a des règles sanitaires qu'on arrive à faire appliquer par une sorte de gouvernance mondiale qui dirait le marché de douane, le marché de gros n'est pas correct. Il faut donc qu'une police mondiale y intervienne. C'est tout à fait illusoire. Mais ce qui n'est pas illusoire, c'est qu'on dise si tel fournisseur fait travailler les enfants de 4 ans pour fabriquer des masques ou fabriquer des t-shirts, ben on ne l'emploie pas. On n'utilise pas ces produits. Donc, il faut véritablement aujourd'hui non seulement avoir des réglementations mondiales, mais aussi avoir des comportements de tracking pour suivre d'où viennent les produits, savoir si les fournisseurs sont positifs. Et ça, les consommateurs sont très, très utiles. Il y a en Europe une application qui s'appelle Yuka, qui commence et il y en a d'autres que je pourrais vous citer, en particulier même sur les vêtements, sur la transparence des produits alimentaires, je pourrais en citer des noms nombreux, qui permettent de savoir d'où viennent les choses. Il faut que les consommateurs soient appliqués. Au fond, nous sommes quoi? Nous sommes nous-mêmes. Nous sommes travailleurs, c'est ce dont on parle ici. Nous sommes citoyens, c'est ce dont on parle ici. Il faut voter pour des hommes et femmes politiques qui sont altruistes et pensent d'une façon empathique aux générations futures. Nous sommes parents, et il faut évidemment, ou enfants, il faut en tenir compte. Nous sommes aussi épargnants. Et en tant qu'épargnant, il faut se demander qu'est-ce qu'on fait de mon argent? Est-ce que mon argent est utilisé de la meilleure façon possible? Est-ce que j'investis en bourse ou ailleurs de la meilleure façon possible par rapport aux besoins dont on parle? Il faut que toutes nos dimensions, citoyens, consommateurs, travailleurs, parents, épargnants, etc., soient toutes cohérentes autour de cet objectif d'intérêt altruiste des générations futures qui commence par nous. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques critères que vous utilisez dans votre baromètre justement pour mesurer la positivité des entreprises, si on rentre un petit peu dans le concret? Mon adresse personnelle, c'est j@attali.com. On peut m'écrire j@attali.com ou passer par vous, Elsa, ou vous, pour faire en sorte Delphine, pour que passer vers moi. Mais je répondrai à cela. Nous mesurons la positivité des entreprises, des villes, des pays. Et nous la mesurons autour de 3 groupes de critères. C'est la positivité écologique, enfin en matière de ce que j'ai appelé tout à l'heure le secteur de la vie, c'est-à-dire l'environnement, la santé, l'hygiène, etc. Le social, les dimensions sociales dont vous avez parlé, la protection sociale, la place des travailleurs, etc. Et la troisième dimension, c'est la gouvernance, la place des femmes, la transparence, la lutte contre la corruption, etc. Avec naturellement un 4e critère, qui est le critère de la durabilité économique. Si une entreprise ou un pays n'est pas durable économiquement, ça ne sert à rien qu'il soit durable dans les 3 dimensions autres. Donc, il faut 4 critères: positivité économique, sociale, écologique au sens large, au sens de la vie, et au terme de gouvernance. Et sur chacun de ces critères, de ces dimensions, nous avons une douzaine de critères à chaque fois, qui naturellement sont difficiles il faut qu'on puisse les mesurer. Il faut que les entreprises acceptent de les rendre publics. Nous le faisons pour beaucoup d'entreprises françaises et nous commençons à le faire de façon internationale. Et beaucoup d'entreprises souhaitent maintenant être publiques. Plusieurs villes l'ont fait récemment, juste avant cette crise, pour la ville de Paris, qui a accepté d'être notée et que sa note soit publique. On l'a fait pour d'autres qui ont préféré le garder pour eux pour l'instant. On a mesuré depuis 5 ans la positivité de tous les pays du monde, enfin non, de tous les pays de l'OCDE, parce que c'est les seuls sur lesquels on a des mesures. Et on voit, ce qui n'est pas une surprise, que les pays les mieux classés sont les pays d'Europe du Nord, avec un pays d'Europe du Nord bis, qui est la Nouvelle-Zélande, l'Europe du Nord de l'autre côté, qui sont les mieux classés en termes de préparation de leur avenir. D'accord. Très clair. Peut-être une dernière et ensuite je vais prendre des questions. Il y a une question qu'on n'a pas évoquée et que je voudrais rappeler parce qu'elle est très importante. Si vous permettez. Bien sûr. C'est que quand on regarde l'histoire des épidémies, elles ont toujours été structurantes dans la définition de la légitimité du pouvoir. Le pouvoir est légitime
toujours dans un rapport à la façon dont il gère le rapport à la mort. Le religieux a été déterminant. Quand le religieux n'a pas pu assurer la signification des épidémies, le pouvoir est passé à la police. En Europe, ça commence au XIVe siècle à peu près. Quand la police n'a plus suffi ou qu'on a trouvé mieux, c'est passé au médecin et avec lui à l'empirisme, à la science, à la raison, à la démocratie, à la liberté, l'économie de marché. C'est là où on en est. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de basculer vers un quatrième modèle qui sera d'abord fondé sur l'utilisation des technologies. Et c'est ça qui explique sans doute le succès plus grand des pays très technologiques comme la Corée ou Taïwan ou Singapour, pour les raisons qu'on sait sur la détection des uns et des autres, l'utilisation de l'intelligence artificielle qui va être majeure. Mais cette technologie pourrait être utilisée de deux façons différentes. L'un d'une façon totalitaire et l'autre d'une façon empathique et altruiste individualiste. On peut avoir des technologies qui nous mettent tous dans la situation de la dépendance à l'égard d'un pouvoir, et il ne faut pas avoir trop d'illusions sur l'espèce humaine. Les gens, quand ils ont le choix entre la liberté et la sécurité, ils choisissent toujours à la fin la sécurité. Quitte à se débarrasser de ça quand ils en sont. Et donc aujourd'hui, il va nous falloir utiliser la technologie non pas pour simplement se jeter dans les bras d'un dictateur technologue, mais pour utiliser, et on le voit dans les exemples que vous avez donnés tout à l'heure, Delphine, de gens qui utilisent la technologie pour communiquer des informations, faire des cours en ligne, donner accès à des informations. Moi-même, je le fais pour plusieurs applications dans lesquelles je suis associé, en particulier sur un de mes livres, où on a développé une application pour utiliser ce temps de liberté pour se découvrir soi-même, ce que j'appelle devenir soi. On l'a mis en ligne gratuitement. Des millions de gens le font. Et c'est normal. Mais je crois qu'il y a dans ces technologies beaucoup de choses qui pourront être à double tranchant. On le voit aujourd'hui à l'évidence. Et Jacques, une dernière question avant d'ouvrir aux questions de nos auditeurs aujourd'hui. Je voulais savoir au niveau de l'entreprise, est-ce que vous pensez que le leadership va changer, qu'on aura un management différent vis-à-vis des salariés de l'entreprise demain? Vous savez, on n'est pas des spectateurs de ce match, on est des acteurs. Il changera si on le change. Il changera si tous ceux qui nous écoutent le changent. S'ils y trouvent leur bonheur personnel, s'ils veulent bien admettre que cette crise pourrait nous permettre d'admettre une chose très simple, très banale, très très simple. Notre vie est très courte et nous vivons qu'une seule fois. Notre vie est très courte et nous ne vivons qu'une seule fois. On a peut-être intérêt à en faire le meilleur possible. Et le faire le meilleur possible, c'est tout simplement en permanence se dire est-ce que je fais le mieux de mon temps? Est-ce que je fais le mieux de mon temps pour moi et les autres? Beaucoup de gens refusent de voir ça et se noient dans la distraction, que ce soit la distraction culturelle qui se comprend et s'accepte, qui s'assiste de la distraction la plus fuyante. Les drogues en sont une des dimensions. Beaucoup de gens refusent ce que Blaise Pascal appelait justement la distraction pour fuir la peur de la mort. Aujourd'hui, il faut affronter cela et se dire la vie est courte, j'ai peu de temps, à quoi je sers? Quand on se pose ces questions, qu'on soit dirigeant ou pas, on est dans le vrai. Je pense aussi que les entreprises qui ne se donneront pas ce critère et les gens qui les dirigeront verront leur mission remise en cause. Très clair. Je vais l'ouvrir maintenant aux questions de tous nos auditeurs aujourd'hui. Elsa, je ne sais pas combien on est maintenant, mais on doit être bien plus qu'au début. Alors, nous sommes exactement en ligne. Excusez-moi, nous sommes 497 en ligne en ce moment. Et effectivement, il y a pas mal de questions de nos participants. Est-ce que tu veux les prendre, Delphine? Moi, j'ai une question. Que pensez-vous, Jacques? Une question de Nicolas. Est-ce que cette positivité peut être mesurée de façon quantitative
par un credit scoring, par exemple? Peut-être que vous avez déjà répondu à cette question. Je crois que j'ai répondu à cette question en disant que c'est exactement ce que nous faisons. Ce n'est pas du credit scoring, c'est on mesure les indices, les paramètres qui forment l'indice de positivité des entreprises, des villes ou des pays. Et ça correspond à ce qu'on appelait un credit scoring sur un exemple plus simple qui est le cas du crédit. Mais là, il s'agit du scoring de l'entreprise. Oui, on le fait. Une question assez directe de Laurence. Que pensez-vous qu'un secteur comme l'industrie du luxe est appelé à disparaître? Non, parce que bien sûr que non. J'ai répété 4 fois que 4 collections par an, c'était peut-être pas idéal. Mais non, l'art, le luxe sont essentiels à la vie humaine. On en a besoin. C'est même un des moteurs de l'activité. C'est même un des moteurs de la créativité. Ça a du sens. Puis en plus, la distraction n'a pas vocation à disparaître. Au contraire, si le secteur du luxe réussit à s'inscrire dans la création, l'appel au meilleur de l'homme, au meilleur de l'être humain, s'il donne la vision d'une société ou de raffinement auquel chacun pourrait accéder, c'est très bien. Donc, si le luxe est un appel à une société utopique accessible à tous, c'est très bien. S'il est juste une façon de dire moi j'ai, toi tu n'auras pas, dans ce cas-là, non. Une question, pardon Delphine, une question qui revient à 3 reprises. Que pensez-vous du mouvement Bicorp, Jacques? Bicorp, quand nous avons commencé le mouvement d'économie positive, on a beaucoup étudié Bicorp, et Bicorp est un bon embryon de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire des entreprises qui ont un statut spécifique, qui est un statut utile à une meilleure prise en compte d'autre chose que de l'intérêt du capital. Allô? Delphine, est-ce que tu as d'autres questions? Là, une question plus macro. L'altruisme est un concept éminemment européen, pose Erwan. Que peut-on espérer de la part des États-Unis et de la Chine qui influencent tant le marché du monde? Oui, l'altruisme européen, je pourrais en parler pendant des heures. D'abord, les États-Unis sont une forme d'Europe. N'oubliez pas que les Américains sont des Européens. Est-ce que c'est un cauchemar ou un paradis de l'Europe? Chacun en jugera, mais c'est les Européens qui ont fait l'Amérique, et l'Amérique est une sorte d'Europe où les nations d'Europe se sont mélangées plus qu'en Europe. Donc, on va vraiment les distinguer. L'Europe a en effet plus développé la notion de société solidaire que certains gouvernements américains, mais ça dépend des présidents américains. Il y a eu une période, je le rappelle, où l'impôt sur le revenu aux États-Unis était de 90% pendant longtemps, ou 80%. Donc, il ne faut pas confondre les États-Unis avec une période américaine particulière. Non, quant à la grande question qui se pose, en fond, on a 3 modèles. On a le modèle libéral extrême, on a le modèle social-démocrate qui va évoluer vers une social-démocratie positive, puisque c'est lui qui l'incarne le mieux, puisqu'il prend en compte d'une façon altruiste l'intérêt des autres, tandis que le premier modèle libéral extrême ne s'intéresse qu'au président. Et puis, il y a le modèle totalitaire qui, lui, permet de dépasser la prise en compte de l'immédiat et de s'intéresser au long terme. Je dis depuis très longtemps que notre risque, c'est justement de devoir passer par une parenthèse plus ou moins longue totalitaire pour accoucher d'une société qui concilierait la liberté et la prise en compte de l'altruisme ou la prise en compte du long terme. C'est ça, au fond, c'est ça la grande question d'aujourd'hui. Peut-on, dans la démocratie et le marché, prendre en compte le long terme? Si on ne peut pas, on ira dans la dictature. J'ai souvent eu l'occasion de souligner que quand on regarde l'émergence de l'État-providence, tout le monde croit que l'État-providence, ça commence avec Roosevelt. Non, le premier à mettre en place un État-providence, c'est Mussolini. Le deuxième, c'est Lénine. Le troisième, c'est Hitler. Et Roosevelt n'est que le 4e. Je dis ça parce que parfois, la meilleure société démocratique, la social-démocratie libérale,
commence par sa caricature totalitaire. Et aujourd'hui, on a ce vrai risque-là aussi, de devoir passer par ça. On l'a vu avant même cette crise-là en Europe, et partout dans le monde, avec les élections d'hommes de gouvernements autoritaires, pour qui la démocratie n'était pas forcément le principal enjeu. Je devrais vous laisser dans 7 minutes, malheureusement. Très bien. Alors, on va vous en poser peut-être encore une ou deux. Alors, Jacques, comment concilier en tant que dirigeant la recherche de croissance pour maintenir l'entreprise à flot, tout en mettant au premier plan les aspérités humaines et collectives? Je pense qu'on veut dire ici les aspirations humaines et collectives. Oui. Tout simplement en faisant une source de croissance. Les aspirations humaines et collectives doivent être une source de croissance. Ça veut dire qu'on doit trop chercher des marchés qui y répondent. On doit faire en sorte que les collaborateurs sont les mieux formés possibles pour créer les conditions d'avoir des pays d'innovation. Tant que c'est contradictoire, on n'y arrive pas. Mais moi, j'ai toujours pensé que dans la vie, quand on a deux problèmes, l'un est assez souvent la solution de l'autre. Quand on a un problème de croissance et un problème d'humanité, comme c'est dit ici, regardez, l'humanité peut être un facteur de croissance. Dernière question. Dernière question. Une question très générale. Est-ce donc la fin du capitalisme vecteur de la paix dans le monde? Non. À ma connaissance, le capitalisme n'a jamais été facteur de paix dans le monde. On peut penser que la démocratie est facteur de paix dans le monde. Il y a très peu d'exemples. Il n'y a pas d'exemples, mais il y a très peu d'exemples de démocraties se faisant la guerre l'une contre l'autre. Et il y a beaucoup d'exemples de pays capitalistes se faisant la guerre l'un contre l'autre. Le meilleur système qu'on connaisse aujourd'hui, c'est la démocratie de marché, une démocratie avec le marché, parce qu'elle s'appuie sur la liberté individuelle, et ça reste le meilleur système. Ma question, c'est est-ce que ces systèmes-là vont pouvoir intégrer la prise en compte de l'intérêt du long terme, la prise en compte de l'intérêt général, la prise en compte de l'intérêt de l'humanité, la prise en compte de l'intérêt de la planète, de la nature, qui est à la fois notre ami, notre allié qu'il faut défendre, mais comme on le voit dans cette expérience tragique que nous vivons en ce moment, qui est aussi notre ennemi dans certains cas. Merci Jacques. Je retiens bien utiliser le mieux possible de notre temps, aller vers le bon temps, le long terme. Et je citerai peut-être juste pour finir une belle phrase que vous citiez sur un de vos écrits sur votre blog. On reviendra à l'essentiel qui est de faire le meilleur usage de son temps sur cette planète qu'on aura appris à reconnaître comme rare et précieuse. Merci, j'étais ravi d'être avec vous et je vous redonne mon adresse mail j@ateli.com. Je serai ravi d'être en contact avec chacun d'entre vous. Merci à tous. J'ai lancé un appel à toute la communauté, effectivement, pour pouvoir se joindre à vos côtés dans l'économie positive. French Founders, c'est un réseau qui rassemble aujourd'hui 4000 personnes, mais qui peut grandir grâce à vous. Donc, on compte sur vous pour se mobiliser, pour mobiliser vos collaborateurs, pour nous rejoindre, pour faire grandir cet élan d'entraide entre francophones, mais au-delà des frontières, partout dans le monde, pour répondre à l'appel de Monsieur Attali. Et bravo également, Elsa et bravo Delphine. Bravo à toutes les deux. Merci à vous Jacques. Merci à tous pour d'avoir été si nombreux. Au pic, on a dépassé le pic des 500 participants. Donc merci à tous. Ce webinaire, ce live stream sera disponible en replay prochainement. N'hésitez sur notre plateforme, mais également sur d'autres réseaux sociaux, puisque notre valeur, c'est aussi de partager avec le plus grand nombre ces élans et les messages forts et inspirants tel que celui de Jacques. Donc, à bientôt pour d'autres. Et dans une heure, dans 20 minutes, on aura rendez-vous avec Jean-Pierre Chessé pour le guide de survie du chef d'entreprise, la saison 2, l'épisode 2. Donc, rendez-vous en ligne. Je lâche l'antenne. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir Delphine. Merci pour tout. Bye bye. Merci. Ciao.